Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un projet qui a été financé par Epifar en 2023, donc pas cette année, mais l'année précédente, sur un algorithme, une méthode de détection des interactions médicamenteuses potentiellement d'intérêt clinique dans la population âgée. Euh, la genèse de ce projet, c'est que apparaît dans le BMJ juste après la période du Covid un très gros essai clinique sur une tentative d'intervention pour limiter les conséquences désastreuses du mésusage des médicaments chez les personnes âgées. Et il ressort de cette publication que l'intervention ne fonctionne pas, mais surtout que la principale source de mésusage avec des conséquences cliniques potentiellement majeures chez les personnes âgées, c'est pas tellement les prescriptions inappropriées, c'est plutôt l'exposition majeure de plus de la moitié de la population à au moins une interaction médicamenteuse dangereuse. Et dans cet essai, ils avaient utilisé un outil créé sur la base d'un consensus d'experts. Ça faisait partie de l'essai, avec une liste de 66 interactions médicamenteuses. Donc, c'est des interactions une à une, c'est-à-dire composante A, composante B uniquement. Et ils ont distingué 66 interactions médicamenteuses, soit pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, soit à potentiel de diminution de l'effet d'un médicament, etc. Et ça nous a donné la possibilité de tenter d'abord en Suède et puis ensuite, grâce à Epifar en France, d'opérationnaliser ça dans le SNDS pour voir si effectivement on retrouve une grosse proportion de la population âgée exposée de manière importante à ces interactions d'intérêt clinique, parce qu'il faut savoir que dans les interactions médicamenteuses, l'immense majorité sont les interactions qui sont intéressantes sur le plan pharmacologique, mais qui sur le plan clinique, il est peu vraisemblable qu'elles se traduisent par un effet indésirable réel, sauf cas très très rares. Et donc, on a une première tentative qui est en cours de publication sur les registres suédois. Et puis, l'appel à projet Epifar 2022, Epifar nous dit, on a un programme de travail avec un volet sur l'utilisation et la sécurité des produits de santé par produit, par population, puis avec un objectif de développement d'outils. Et on attend des projets d'un maximum de 2 ans, avec une priorité explicitement donnée aux études sur les personnes âgées, avec un intérêt autour de tout ce qui touche à la confusion non mesurée et pour des financements autour de 100 000 euros. Donc nous, on se dit, impeccable, en plus c'est ciblé sur le SNDS, voilà l'instrument qui nous permettrait de mener à bien ce projet qu'on avait un petit peu dans les tiroirs, et en tout cas pour lequel on avait déjà bien avancé la méthode dans les pays scandinaves. Et Epifar nous dit, en revanche, le coordinateur et les membres du projet ne doivent pas être dans le conseil scientifique d'Epifar. Il se trouve que moi, je suis dans l'équipe de biostatistique en grande dimension et que Pascal Tuber-Viter est dans le conseil scientifique d'Epifar. Que le budget demandé ne peut pas servir à financer le coordinateur du projet et que le coordinateur peut être ni un doctorant ni un postdoc. Il se trouve que moi, quand on a déposé ce projet, j'étais postdoc. Et que le projet ne peut pas être mené en collaboration avec des industriels. Je trouve que ça, c'est pareil, ça tourne plutôt bien, les interactions médicamenteuses. Ce n'est pas forcément un volet qui les intéresse tant que ça. Mais on est obligé d'un petit peu d'ajuster le montage du projet pour satisfaire ces conditions-là. Donc, c'est l'occasion de concrétiser une collaboration avec Catherine Quentin à Dijon, qui fait aussi partie de l'équipe Biostat en grande dimension, et avec son collègue Eric Bénézine, qui est un peu le magicien SNDS chez elle, avec un projet en 2 étapes, une étude descriptive pour essayer d'estimer un peu en France, pays dans lequel on n'a vraiment aucune donnée récente sur la prévalence et l'incidence des interactions médicamenteuses chez les personnes âgées, et puis un deuxième volet plus méthodo pour essayer, avec des méthodes de série autocontrôlée, d'isoler l'effet potentiellement causal de ces interactions sur des effets indésirables probants. Et puis on demande, comme c'est proposé par Epifar, 100 000 euros. Notre projet est bien noté, mais pas très bien noté. Il ne fait pas partie du haut du panier. Et donc Epifar nous dit, écoutez, nous, on vous propose le financement de votre projet, mais on peut vous proposer que 70 000 euros. Donc il y a une discussion qui s'engage à ce moment-là avec Epifar en disant, bah, nous quand même, c'est un énorme investissement en temps, notamment en data management, pour le volet 1 qui servira au volet 2. Avec 70 000 euros, on ne peut pas faire les deux. Comment on reconfigure le projet? Et donc Epifar nous dit, écoutez, faites le volet 1, mettez en place ce que vous pouvez pour le volet 2, et puis il sera toujours temps de recandidater à cet appel à projet ou à un autre pour compléter et mener l'ensemble de votre projet à bien. Donc c'est ce qu'on a fait, avec une étude où on a prévu de tirer au sort 1 million de personnes âgées de 75 ans ou plus qui rentrent dans la cohorte un jour, je vais vous expliquer pourquoi, un jour aléatoire entre le 10 et le 31 janvier de l'année,
où on récupère pour ces individus, au moment de leur entrée dans la cohorte, le sexe, l'âge, le lieu de vie, c'est-à-dire domicile ou EHPAD. On récupère dans les 2 ans précédents un certain nombre d'informations sur, j'allais dire, l'ampleur, le poids de la multimorbidité chronique et des facteurs de fragilité physique grâce à des codes SIM10, à des codes CCM, etc., qu'on récupère dans les 2 années précédant l'entrée dans la cohorte. Un indicateur de polymédication avec le nombre de délivrances au cours des 3 mois précédents, et puis un follow-up assez classique qu'on divise en 12 périodes de 30 jours, c'est-à-dire une année d'observation, pour savoir en gros, est-ce que les gens, mois après mois, ils sont exposés potentiellement ou pas à des interactions médicamenteuses dangereuses. Alors pourquoi un jour aléatoire entre le 10 et le 31 janvier, et pourquoi pas faire démarrer la cohorte le 1er janvier? C'est tout simplement pour éviter un effet de bord qui serait lié parce que c'est la période de Noël juste avant, parce qu'il peut y avoir un effet de saisonnalité, etc. Éviter qu'on ait un biais systématique qui s'introduise dans notre étude simplement parce qu'on a tiré le mauvais jour. Donc là, on permet aux gens de rentrer à n'importe quel moment au cours du mois de janvier, et puis après, on décale le follow-up mensuel de 30 jours. Et on censure évidemment l'analyse si les individus sont admis dans un EHPAD qui a sa propre pharmacie à usage intérieur, puisque du coup, c'est des individus pour lesquels on n'a plus d'informations sur les délivrances de médicaments, puisque leurs délivrances, un petit peu comme une pharmacie hospitalière, sont assurées par la pharmacie de l'EHPAD, c'est plus à leur propre titre qu'ils sont remboursés. Et puis, on censure évidemment en cas de décès, puisqu'on ne va pas analyser l'exposition aux interactions médicamenteuses de quelqu'un qui est mort depuis 6 mois. Et l'idée, c'est que tous les 30 jours, on a donc cette nouvelle date, il y a une date index le premier mois, et puis on la décale de 30 jours 12 fois de suite, pour avoir 12 fenêtres d'exposition, et on essaye de savoir si dans les 7 jours qui précèdent cette date aléatoire, la personne a été exposée concomitamment aux 2 composantes de l'interaction médicamenteuse. Par exemple, est-ce que la personne a reçu un épargneur potassique et un supplément en potassium dans la même fenêtre de temps, ce qui serait un peu étonnant. Ou est-ce que la personne a reçu un IEC et un épargneur potassique, ou un IEC et un INS. Voilà. C'est l'idée de pourquoi 7 jours, c'est parce que comme on n'est pas très bon dans le SNDS sur l'évaluation de la durée d'exposition réelle aux médicaments, si on choisissait pile poil un jour donné, il y a des chances qu'on pense que les gens ne sont pas exposés de manière concomitante, alors qu'en réalité ils le sont. Et puis parce qu'aussi, la demi-vie d'une bonne partie des molécules qui nous intéressent, c'est les médicaments du système nerveux central. C'est une demi-vie qui est supérieure à quelques jours. Et donc, c'est pas parce qu'on a arrêté de prendre son médicament le lundi que le mercredi, on n'a pas les effets rémanents de cette molécule. Pourquoi un échantillon d'1 million et pourquoi pas travailler sur toute la population âgée? Eh bien parce que si vous prenez 66 interactions médicamenteuses pour lesquelles il faut analyser 477 spécialités pharmaceutiques, 12 mois consécutifs, ça fait déjà 792 millions d'interactions à rechercher, c'est-à-dire presque 6 milliards de périodes d'exposition à reconstruire pour chaque interaction. Donc 1 million, ça suffit parce qu'on a un verrou computationnel sur la plateforme technologique si on peut appeler ça comme ça, de la CNAM, qui va nous rendre l'opération difficile. Et puis l'autre chose, c'est que ce qu'on observe sur un échantillon aléatoire d'1 million de personnes, ce sera suffisamment précis pour ce qu'on veut faire. Et donc, on a commencé en 2023 par d'abord se mettre sur le SND, sur un tout petit volume de 10 000 personnes tirées au sort, pour construire notre pipeline d'analyse et pour pas embouteiller le système de traitement synchrone du SNDS. On est très nombreux maintenant à travailler sur le portail. Donc, on a construit notre pipeline avec la définition d'un modèle de données commun, parce que c'est un projet qu'on essaie de dupliquer là au Danemark et en Norvège en même temps. Donc on a le même modèle de données que ce que moi j'avais fait en Suède et puis que ce que sont en train de faire les collègues scandinaves en ce moment aussi. On a bien travaillé notre ciblage de patients éligibles, on a rencontré tout un tas de difficultés que vous connaissez bien. Il y en a un auquel on ne s'était pas bien frotté, c'est celui d'identifier quand est-ce que les patients non seulement rentrent en EHPAD, mais rentrent dans un EHPAD avec une PUI. Parce qu'on a des individus qui tout à coup devenaient des non-consommants, ce qui nous paraissait très louche à 87 ans et avec cette maladie chronique, que tout à coup ils n'aient plus aucune prescription. Mais n'empêche que c'est pas si simple que ça et que là, il n'y a pas d'algorithme ouvert disponible pour faire ça aujourd'hui. On a travaillé sur une extraction la plus efficace possible des tables de délivrance pour n'extraire que ce dont on a besoin, mais extraire tout ce dont on a besoin pour ne pas faire 1000 extractions supplémentaires. Et puis voilà, on a aussi vérifié dans des données synthétiques, on a construit des faux jeux de données d'exposition avec les codes ATC qui nous intéressent pour savoir si dans 3 logiciels différents, R, Stata et SAS, avec 3 algorithmes construits par 3 personnes différentes, on obtient bien des interactions pour les mêmes individus au même moment. C'est tout bête, mais il peut se passer plein de problèmes quand on s'intéresse à 66 interactions médicamenteuses. Donc avec Erin Bénézine, on a fait un gros travail de vérification très méthodique
et ça prend du temps. Et puis voilà, on a testé la fiabilité du repérage de nos interactions et on a opérationnalisé 2 algorithmes un peu inédits, notamment celui sur les maladies chroniques, le repérage de la poly ou la multimorbidité. Il en existe, l'assurance maladie en propose un, qui ne nous paraissait pas le plus pertinent pour les personnes âgées, et surtout qui n'est pas tout à fait répétable dans les autres pays européens. Donc on a réutilisé un algorithme construit par mes collègues à l'Institut Karolinska, et puis l'algorithme développé par Thomas Gilbert, et puis, j'oublie son nom, Antoine, vous allez m'aider. Non. Bref, nos collègues de l'Université de Lyon pour essayer de repérer des codes SIN-10 marqueurs d'un risque accru de fragilité physique. Donc la fragilité chez les personnes âgées, c'est tous ces événements qui vont conduire à ce que d'un événement à l'autre, les gens ne retrouvent pas leur homéostase de base. C'est-à-dire qu'après une première fracture du col du fémur, après un premier épisode de délirium ou de confusion, on ne retrouve pas tout à fait son niveau de résilience initial. Et donc la fragilité, c'est tous ces événements qui vont provoquer une cassure dans la capacité des personnes âgées à revenir à leur état de base. Et donc, il y a un algorithme qui existe, mais il n'avait pas été opérationnalisé à notre connaissance dans le SNDS, donc on a fait ce travail. Et on est maintenant, depuis début janvier, dans la sélection de la population et dans le travail vraiment dans le SNDS. Donc, on a sélectionné tous les patients nés entre 1901 et 1947, tous ceux qui étaient toujours vivants au 1er janvier 2022, tous ceux, et c'est un choix qu'on a fait à partir de l'étude pilote, de ne garder que des consommants. Alors, il y a une explication théorique, scientifique. C'est bizarre d'évaluer des interactions médicamenteuses chez les gens qui ne consomment pas de médicaments. C'est un point. L'autre, c'est qu'on a un certain nombre de ce que moi j'appelle des zombies, c'est-à-dire des patients qui a priori sont morts, mais qui continuent à consommer, ou à l'inverse, des patients qui ne sont pas morts, mais qui n'ont absolument aucune consommation, et pour lesquels tout nous indique qu'ils devraient avoir des consommations. On a des dates de décès aberrantes, beaucoup plus que ce qu'on pensait. On a tout un tas de choses. On a probablement des patients nés à l'étranger qui retournent dans leur pays d'origine et pour lesquels on perd la trace, mais on n'est pas capable de dire s'ils sont revenus en France ou pas. Bref, on a choisi de ne garder les consommants que pour être sûr de ce qu'on raconte en 2022. Et après un tirage au sort, alors on a choisi 1,4 million de personnes pour se donner une espèce de marge de retrait pour ces 4 filtres-là. Et puis on a finalement gardé un échantillon propre d'1 million d'individus. Sur ce million, ils ont en moyenne 82 ans, il y a 60% de femmes et ils consomment 7 médicaments par personne, à leur date d'inclusion. Et on a plus de 20% des individus qui ont au moins une interaction significative, cliniquement significative, à leur premier mois d'entrée. Et on a plus de 70% de la cohorte qui est concernée au moins une fois dans l'année à une interaction majeure. Et les interactions les plus fréquentes, c'est malheureusement aussi celles qui sont les plus embêtantes, en tout cas du point de vue des gériatres. Ça va être soit la multiplication de réducteurs ou d'épargnants de potassium, ça va être la polymédication psychotropique, c'est-à-dire le fait que les gens consomment plus de 3 médicaments du système nerveux central en même temps. Voilà, donc c'est vraiment des données préliminaires. Eric Bénézine, là, on est en train de terminer l'algorithme qui va nous ressortir, parce qu'on a une analyse principale, 6 analyses de sensibilité pour essayer de mesurer notre biais de classement. Je vais vous expliquer pourquoi on a des biais de classement tout de suite, mais on a une analyse principale, 6 analyses complémentaires de sensibilité. Et là, on est embuté sur un problème tout bête, qui est que l'espace projet qui nous est alloué par la CNAM ne suffit absolument pas pour ce volume de traitement. Et la CNAM est en train de nous dire, écoutez, on veut bien, pour l'instant vous avez 150 gigas, on va voir ce qu'on peut vous donner en plus, mais on a un verrou tout bête, qui n'est même pas un verrou de calcul, mais qui a un verrou de place de traitement. Et on n'arrive pas à trouver de solution pour ça, pour l'instant. Et la difficulté méthodologique majeure à laquelle on est encore confronté et pour laquelle, je suis désolé François, on n'a pas trouvé pour l'instant de solution miracle, c'est celle de l'évaluation de la durée du nombre de jours couverts pour une délivrance donnée. Parce que si vous imaginez 5 médicaments tout bêtes, on ne va pas chercher à savoir lesquels c'est, mais vous prenez 5 médicaments, vous avez pour chacun un code ATC, un code CYP13, c'est le code de spécialité pharmaceutique, on connaît la date de délivrance de ces médicaments, on peut raisonnablement partir du principe que les gens, par exemple, commencent à consommer leurs médicaments le jour ou le lendemain de leur délivrance, imaginons. Mais on a une seule information dans le SNDS qui est le nombre d'unités délivrées, c'est-à-dire par exemple une boîte de 30 comprimés sécables, il y a 30 unités dans la boîte. Alors on peut dire que le nombre potentiel de jours couverts, c'est 30 jours, ou 90 jours, ou 15 jours.
Sauf qu'il y a des médicaments qui se prennent à 2 comprimés par jour, il y en a qui se prennent à 1 comprimé par semaine, que pour une même indication, une même maladie, une même classe de population, il peut y avoir des variations énormes. Je pense par exemple à tous les médicaments antithrombotiques AVK, qui dépendent de tests biologiques qui sont réalisés tous les 15 jours ou tous les mois par les patients, et qui vont dépendre des résultats biologiques. Donc en gros, le patient va adapter lui-même la posologie de son traitement avec son médecin traitant, mais sans retourner à la pharmacie. Et donc ça, on n'est pas capable de le suivre. Et donc on a une difficulté, c'est qu'on connaît la date de début, mais on ne connaît pas la date de fin exacte de chaque médicament délivré. C'est un problème classique. Dans les études de pharmacoépidémie auxquelles moi je participe habituellement, on est sur une classe de médicaments assez restreinte, et donc en fait, on fait une espèce de consensus d'experts, par exemple sur les antihypertenseurs ou sur les statines. On demande aux experts, bah voilà, telle marque ou tel conditionnement de médicaments, ce serait quoi selon vous la durée minimale, la durée médiane et la durée maximale d'exposition normale? Et puis on fait comme ça des imputations sur, disons, un maximum de 50 conditionnements différents. Mais là, on est pan à TC. Là, on a plus de 4000 codes CYP à traiter, donc c'est ingérable manuellement. Et puis surtout, les codes CYP, ils changent tous les ans. On a des médicaments qui quittent le marché, on a des médicaments qui arrivent, on a des codes CYP, des médicaments qui sont reconditionnés, etc. Le paracétamol, là, vient de passer avec des boîtes à 15 comprimés. Bref, on a une vraie difficulté. Pourquoi c'est un problème? Bah évidemment, donc le nombre d'unités, c'est pas forcément le nombre de jours couverts, c'est évident. Une hypothèse invérifiable, bah, on ne sait pas si les gens prennent leur traitement comme il a été prescrit. On n'est même pas sûr qu'un traitement délivré soit un traitement avalé, même le jour où les gens sont venus le chercher. On a une hypothèse de linéarité des doses journalières, c'est-à-dire qu'on part du principe que les gens prennent la même dose journalière sur toute la durée de couverture du traitement, mais pour un antidiabétique oral, par exemple, c'est absolument pas vrai. On ne connaît pas le cumul des doses entre la première période et la deuxième, etc. On ne sait pas comment traiter les écarts extrêmes entre le nombre de jours couverts potentiels observés dans le SNDS et puis ce que peuvent nous dire les cliniciens en disant non mais attendez, ce médicament-là, il est hors de question qu'un patient soit traité pendant 6 mois, ce serait un non-sens clinique absolu. Et puis enfin, bah, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de gold standard. Et malheureusement, les difficultés ne s'arrêtent pas là, c'est que même si on connaissait la durée exacte pour chaque délivrance, on n'est pas sorti du pétrin parce que les gens, ils cumulent leur délivrance. Donc on ne sait pas comment traiter les courtes interruptions dans les périodes de traitement, on ne sait pas comment traiter des courtes interruptions avec des espèces de fenêtres intercures dont on ne sait pas si c'est le patient qui n'est pas adhérent, si c'est le médecin qui lui demande de faire des pauses, si c'est un schéma un petit peu particulier, etc. Les longues interruptions, on ne sait pas non plus comment les traiter. Est-ce que vraiment le patient a arrêté son traitement? Est-ce qu'il est entré dans une USLD? Est-ce qu'on ne sait pas, etc. Et puis évidemment, la question majeure des switches. Vous imaginez bien que sur 4000 spécialités de médicaments, on a beaucoup de médicaments qui se prêtent à des switches. C'est le cas des anticoagulants, c'est l'exemple le plus classique. Et donc, on ne sait pas comment traiter ça. C'est-à-dire, est-ce que le patient, il a vraiment arrêté de prendre son traitement ou est-ce qu'il l'a juste switché avec un autre? Voilà, donc on est embuté avec ça. L'occasion du financement EPIPHAR pour nous, ça a été de nous mettre en relation avec Marie Vipré à Lyon, qui est titulaire d'une chaire d'excellence financée par EPIPHAR, qui travaille sur le même problème. Donc on essaie de mutualiser nos forces avec Marie pour voir comment on peut traiter ce problème en se disant que peut-être en faisant du crowdsourcing, c'est-à-dire en faisant appel à un très grand nombre de contributeurs, on pourrait lever notre verrou informationnel. Et donc, pour l'instant, on va essayer déjà de finaliser l'étude. C'est en très bonne voie, ça c'est la bonne nouvelle. On a une publication Princeps et 2 publications en ancillaires qui sont déjà prévues, des présentations en congrès à la SFPT très probablement l'année prochaine. Et puis, la suite envisagée, c'est quand même de mener le travail avec la série autocontrôlée pour savoir si quand on a une fenêtre d'exposition au médicament A, on peut isoler ce qui se passe quand les gens sont exposés au médicament A et en même temps au médicament B. Voilà, en sachant qu'on pourra isoler les débuts d'exposition concomitante et la fin des expositions concomitantes. Je m'arrête là. Merci de votre attention.